Citizen Kane d'Orson Welles est l'un des films les plus connus au monde dans le cercle de la cinéphilie et l'un des plus cotés parmi les critiques. Inspiré par Shakespeare, qui fut pour lui le plus grand poète de tous les temps, Orson Welles reste une personnalité hors pair, démesurée et attachante, magicien illustre. Il reste un monstre sacré à l'égal de Fellini ou de Kubrick, qui aimait se grimer et se rendre difforme. Orson Welles est aussi une voix, une présence. Ladies and gentlemen, by way of introduction, this is a film about trickery and fraud, about lies. Tell it by the fireside or in a marketplace or in a movie. Almost any story is almost certainly some kind of lie. But not this time. No, this is a promise. During the next hour, everything you'll hear from us is really true and based on solid facts. Welles va avoir une carrière chaotique réalisant des chefs-d'œuvre avec des films moins réussis, voire mutilés ou inachevés, dû au fait qu'il eut beaucoup de mal à rassembler des financements. Citons La splendeur des Anderson en 1942, Macbeth en 1948, Othello en 1952, d'après Shakespeare, La soif du mal 1958 ou encore Le procès 1962, mais éloigné de l'œuvre de Kafka. Une histoire immortelle en 1968 ou Vérité et mensonge en 1973. Il entama aussi une carrière d'acteur où il fut excellent afin de financer ses films. They say you can only get justice by shedding their last drop of blood. Isn't a lifetime behind prison bars enough for this mad act? And must this great public be regaled with the hanging? For the last 3 weeks, I've heard nothing but the cry of blood in this room. I've heard nothing from the offices of the state's attorney but ugly hatred. For God's sake, are we crazy? If you hang these boys, it will mean that in this land of ours, a court of law could not help but bow down to public opinion. Après une expérience théâtrale avec John Huston, Orson Welles et lui fondent à la fin de l'année 1937 le Mercury Theatre pour servir le répertoire shakespearien. Welles fait dès 1935 ses débuts à la radio dans l'émission March of Time. L'émission hebdomadaire, intitulée Mercury Theatre on the Air, met en onde de nombreux romans. Durant la soirée du lundi 30 octobre 1938, veille d'Halloween, CBS diffuse une adaptation de La Guerre des mondes, Herbert George Wells. Cette émission où Orson Welles se fait passer pour un présentateur de CBS interrompant le programme a effrayé une bonne partie de la côte est des États-Unis qui aurait cru à l'invasion du pays par des Martiens. Thèse exagérée au fil des années. Cette émission permet à Welles de devenir célèbre, ce qui lui ouvre les portes d'Hollywood, où on lui propose un contrat en or. Welles écrit le scénario de Citizen Kane en collaboration avec Herman Mankiewicz, frère du célèbre cinéaste Joseph L. Mankiewicz, et s'inspire en partie de la vie du magnat de la presse William Randolph Hearst. La réaction de ce dernier orchestra une campagne de dénigrement par l'intermédiaire de ses propres journaux, quand la fiction précède la réalité. On pourrait écrire un livre entier sur le film d'un point de vue esthétique. Plan séquence, courte focale, jeu avec la profondeur de champ, trucage audacieux pour l'époque, influence du cinéma expressionniste allemand dans la lumière due au chef opérateur Greg Toland, Welles a servi la technique à son imaginaire. Il faut dire ici que la mise en scène est exemplaire. On peut saisir le film en 2 points centraux. Tout d'abord, le point de vue existentiel. L'histoire d'un homme, tout autant adulé que détesté, mystérieux, qui a tout pour lui, mais qui vit reclus à la fin dans son palais inachevé. Quel est ce mystère? Au point que la presse, ses amis et ses ennemis se pressent pour découvrir ce mystère. En réalité, la réponse est banale et pourtant essentielle si l'on veut saisir un être humain dans toute sa complexité et son ambiguïté. La seconde façon de comprendre le film est ce qu'il recèle concernant l'histoire des États-Unis, puisque Kane se définit lui-même comme un Américain avant tout. L'introduction est magistrale. D'emblée, la caméra est la maîtresse du récit.
Celle-ci dépasse une clôture où est inscrit « No Trespassing » et vient recueillir le dernier souffle de son propriétaire. La subtilité du montage est de passer en fondu enchaîné successif au seul point crucial, la fenêtre allumée de l'appartement de Kane en train de mourir. Chaque plan est calqué sur cette fenêtre et même, subtilité suprême, dans le reflet d'un lac, dont nous nous approchons à chaque fois. L'atmosphère est lugubre à souhait, remplie de mystères, histoire d'installer celui d'un seul mot. Puis nous passons de l'autre côté. La clé de l'énigme qui va suivre est déjà dans ce plan. Une bouche prononce sa dernière parole et une main lâche une boule à neige. Le plan sur la bouche met l'accent sur le mot qui va être le moteur du film. Il joue certes sur la voix magnifique de Wells, mais aussi sur la quête de sens qui recouvre tout un univers symbolique, complexe et imaginaire qui va oblitérer le destin d'un homme, comme quoi une parole en dit plus long concrètement qu'un slogan. Kane est mort. News on the march! Le récit nous emmène dans les actualités News of the March pour nous brosser un portrait médiatique de Kane. Cet homme a marqué l'histoire de son empreinte, s'immisçant par médias interposés dans les poumons de l'Amérique. Il en était la respiration intime, le cœur palpitant. C'était un puissant. On nous montre tout d'abord son Xanadu, immense palais édifié dans les déserts du Gulf Coast, terme emprunté à la capitale et au palais d'été en Chine de l'empereur Kublai Khan. Le film y fait référence et aussi le connote au niveau de la sonorité avec Charles Foster Kane, mais aussi peut-être à la résidence imaginaire de Mandrake le magicien et dont Orson Welles aimait les magiciens. Une montagne fut construite avec 100 000 arbres et 20 000 tonnes de marbre. Un zoo comparable à celui de Noé, nous dit-on. Il est rempli aussi d'œuvres d'art qui empliraient 10 musées. La démesure, l'hubris, le gigantisme. C'est Dieu, ou quasiment. Un homme d'une fortune colossale à travers le monde, célèbre au point de faire à sa mort la une de tous les journaux. Il avait 37 quotidiens, 44 millions de lecteurs, 2 syndicats, un réseau de radios, des épiceries, des papeteries, des immeubles, des usines, des forêts, des navires. Il a tout et pourtant, il est bien seul dans son immense domaine. Ensuite aussi le personnage dans son engagement politique, où il voulut être président de la République, mais aussi dans sa vie conjugale avec sa première femme, jusqu'au scandale quand la presse découvrit qu'il entretenait une liaison avec une cantatrice. Then, last week, as it must to all men, death came to Charles Foster Kane. News on the march! News on the March ne nous apprend rien que la légende officielle, et l'on sait que les journalistes en général ne nous apprennent pas grand-chose. Ce n'est donc pas la presse qui va nous renseigner.
Cependant, on dépêche des journalistes, notamment le journaliste Thompson, car nous le savons, à sa mort, Kane a prononcé un dernier mot, Rosebud. Mais croit-on, ce mot révélera le mystère de Kane. Et le journaliste enquête donc sur les proches de Kane, amis et ennemis, car le magnat était autant adulé que détesté, communiste pour les uns, fasciste pour les autres, suscitant un nombre de commentaires hallucinants. Et le film, tel une enquête policière, tente de percer le secret de ce mot que, bien sûr, personne ne parviendra à révéler. C'est dire que pour comprendre quelqu'un, un homme, ni la presse, ni ses proches ne sont vraiment utiles dans bien des cas. Surtout quand il s'agit d'une personnalité emblématique. Personne ne parvient à éclaircir le désir de Kane, sa folie des grandeurs, son désir de conquête et de pouvoir. Et ce n'est pas dans ce qu'il montre de sa fortune que l'on aura la révélation. I'll get on it right away, Mr. Ralston. Good. Rosebud, dead or alive? It'll probably turn out to be a very simple thing. Le journaliste, que l'on aperçoit à peine, témoin anonyme pour la circonstance, rend tout d'abord visite à la seconde femme de Kane, Susan Alexander, devenue alcoolique. Et il se fait sèchement renvoyer. Miss Alexander. This is Mr. Thompson, Miss Alexander. I want another drink, John. Right away. You have something, Mr. Thompson? I'll have a highball, please. Who told you you could sit down? I thought maybe we could have a talk together. Well, think again. Let you people leave me alone. I'm minding my own business, you mind yours. If I could just have a little talk with you, Miss Alexander, all Get I want to ask out you. of here. Get out! Sorry. Get out. Maybe some other time. Get out. Il consulte alors les mémoires de Thatcher, l'homme de la banque, et c'est là qu'est introduite la célèbre séquence. Jennings. La scène clé, à la 20e minute, est celle où le petit Kane glisse avec sa luge et lance une boule de neige. Voilà le point central où tout est déjà là, sous nos yeux. Toute la séquence est conçue en forme de miroir, en deux plans séquences diamétralement opposés. L'un à l'intérieur de la maison et le second à l'extérieur. La fenêtre étant le point de jonction entre les deux, d'où part la caméra à chaque fois, mais en sens inverse. Le premier plan séquence filme le petit Kane lançant une seconde boule de neige. Il dure 1 minute 46 secondes environ. I think we shall have to tell him now. Yes. I'll sign those papers now, Mr. Thatcher. You people seem to Sa mère l'a interpellé. Le plan cadrait la fenêtre à guillotine, ouverte, faisant croire que l'on était encore à l'extérieur. Erreur, la caméra recule et nous montre les trois protagonistes de la scène. La mère, le père et Thatcher. Bien sûr, le petit Kane que l'on aperçoit par la fenêtre au loin en train de jouer, présence sans cesse présente et au centre de ce premier plan séquence. C'est la mère qui dirige tout. C'est elle qui se dirige vers une table, s'assied et signe. Le père tente de s'opposer, mais en vain. C'est à peine si on l'écoute. Il n'a aucun pouvoir. C'est elle qui a hérité. On peut croire que la mère est odieuse puisqu'elle vend son enfant à un financier. Il n'en est rien comme on va le voir. We will assume full management of the Colorado loan, of which I repeat, Mrs. Kane, you are the sole owner. Where do I sign, Mr. Thatcher? Right here, Mrs. Kane. Larry, I'm asking you for the last time.
Anybody'd think I hadn't been a good The sum of husband, a father. $50,000 a year is to be paid to you and Mr. Kane as long as you both live, and thereafter to the survivor. Well, let's hope it's all for the best. It is. Le père se résigne et, dans un mouvement, va fermer la fenêtre à guillotine. Go on, Mr. Thatcher. Everything else, the principal as well as all monies earned, is to be the administration. Le second plan séquence est à peine plus long, 1 minute 56 secondes, et commence sur le raccord de la mère rouvrant la fenêtre à guillotine. Charles! Go on, Mr. Thatcher. Well, it's almost 5, Mrs. Kane. Don't you think I'd better meet the boy? I've got his trunk all packed. I've had it packed for a week now. Fenêtre symbolique qui relie encore la mère et l'enfant. Et cette mère est émue et appelle le petit Kane qui continue de jouer avec sa luge. Elle sait qu'elle va devoir abandonner son enfant. Le couple et le financier sortent et rejoignent le petit Kane. Et quand on annonce à ce dernier qu'il va partir, il est inquiet. Visiblement, il souffre d'être éloigné de sa mère. On a beau lui en compter, il ne cède pas et demande à 2 reprises si sa mère va venir avec lui. Yes, Mommy. Mr. Thatcher's going to take you on a trip with him tonight. You'll be leaving on number 10. That's the train with all the lights on it. You going, Mom? Well, no, your mother won't be going right away, Charles, but she'll... Where am I going? You're going to see Chicago and New York and Washington, maybe. Ain't he, Mr. Thatcher? He certainly is. I wish I were a little boy going on a trip like that for the first time. Why aren't you coming with us, Mom? We have to stay here, Charles. C'est là que l'on apprend en réalité que la mère protège son enfant en le soustrayant à un père violent, passablement alcoolique. Douloureuse ironie dramatique, c'est cette protection qui va oblitérer tout le destin du petit Kane. Quand Thatcher s'approche de lui pour lui serrer la main, le petit Kane se protège avec sa luge. Il parvient à faire tomber Thatcher. Son père lui dit alors qu'il mérite une correction. Immédiatement, sa mère protège son enfant et lâche la phrase révélatrice de toute la scène. That's what you think, is it, Jim? Yes. That's why he's going to be brought up where you can't get at him. Arrêtons-nous un instant sur ce plan. Voilà en tout cas ce qu'on appelle un plan spécifiquement cinématographique, n'appartenant qu'au cinéma, et qui est le moteur de cette histoire. Là où Wells aurait pu faire un mélodrame larmoyant avec ce scénario d'une mère qui se sépare de son fils, il le traite à froid. Ce plan de la luge, recouvert par la neige avec le temps et avec un bruit de train dans le lointain, signifiant que l'enfant est emporté, est remarquable par ce qu'il évoque. La luge abandonnée ne permet plus à l'enfant de jouer, enfant qui est loin maintenant, arraché à sa mère. Tout l'univers symbolique et l'atmosphère adjointe vont cristalliser la fracture du petit Kane. Son enfance a été réduite en poudre. Cet épisode va tellement le marquer dans son imaginaire qu'il va tout oublier pour le redécouvrir à la toute fin, au moment de sa mort. Dans le film, tout est révélé au fur et à mesure, tel un rébus ou un puzzle, comme celui que possède Suzanne à la fin. C'est pour cela que le film passe d'un interlocuteur à un autre, en pensant trouver la clé de l'énigme. Même la mémoire des proches ne parvient pas à comprendre, car Kane n'est vu qu'à travers eux. Lui seul possède la vérité, mais tout le monde la possède aussi, sans la voir. Ce qu'il y a donc de remarquable, c'est que tout est sous nos yeux, et pourtant personne ne le voit, comme nous-mêmes dans la vie. Notre cécité existentielle est telle que nous ne savons pas voir ou que nous ne voulons pas comprendre ce qui est là, étalé sous nos yeux. Et ce que nous ne voulons pas voir et comprendre, c'est pourtant notre propre mystère, notre propre secret intime. Ce n'est pas seulement celui de Kane, car si nous le comprenions, les hommes et les femmes auraient une sagesse qui leur éviterait de passer à côté de leur vie et de juger les autres d'une façon simpliste. Wells n'hésite pas à faire des sauts dans le temps, passant du petit Kane à l'homme d'âge mûr dans ce plan séquence magistral où Bernstein lit un contrat qui dissimule un moment Thatcher. Hereby relinquishes all control thereof,
and of the syndicates pertaining thereto, and any and all other newspaper, press, and publishing properties of any kind whatsoever, and agrees to abandon all claim Which thereto. means we're bust. All right. Well, out of... On voit ensuite Kane surgir de la droite, aller jusqu'au fond de l'écran, avant de venir s'asseoir à la table avec les deux hommes pour signer le contrat où il renonce à ses journaux. You're too old to be called anything else. You were always too old. In consideration thereof, Thatcher and Company agrees to pay to Charles Foster Kane as long as My he lives. allowance. The You will sum of... continue to maintain over your newspapers a large measure of control. Measure of control? And shall seek your advice. This depression, temporary. There's always the chance that you'll die richer than I will. It's a cinch I'll die richer than I was born. We never lost as much as we made. Yes, but your methods. You know, Charles, you never made a single investment. Always used money To buy things. Buy things. My mother should have chosen a less reliable banker. Et Well, Kane dit, touchant à son secret, I always gagged on that silver spoon. You know, Mr. Bernstein, if I hadn't been very rich, I might have been a really great man. Don't you think you are? voilà sa fracture qui l'a fait dévier. I think I did pretty well under the circumstances. What would you like to have been? Everything you hate. Après Thatcher, le journaliste rencontre Bernstein, qui lui aussi évoque l'ascension fulgurante de Kane, notamment le rachat du journal L'Inquirer, où Kane impose les méthodes de la presse à scandale à son ancien dirigeant, vieillot et dépassé, mais intègre. Kane n'hésite pas à racheter les journalistes du Chronicle dès qu'il peut se le permettre, comme s'il s'agissait de bonbons, allusion à l'enfance. I know you're tired, gentlemen, but I brought you here for a reason. I think this little pilgrimage will do us good. Chronicle's a good newspaper. The Chronicle's a good idea for a newspaper. Notice the circulation. 495,000. But Mr. Kane, look who's working for the Chronicle. With them fellas, it's no trick to get circulation. You're right, Mr. Bernstein. You know how long it took the Chronicle to get that staff together? 20 years. 20 years. Well, 6 years ago, I looked at a picture of the world's greatest newspaper men. I felt like a kid in front of a candy store. Well, tonight, 6 years later, I got my candy. All of it. Moment où le personnage bascule dans la démesure et où il commence à acheter des centaines d'objets. Orson Welles n'est pas tendre avec les méthodes de la presse. Même problème de nos jours. On assiste au début de la rencontre de Kane avec sa première femme, Emily Monroe Norton, la nièce du président des États-Unis. La soif de pouvoir ne fait que ronger Kane pour mieux préparer sa chute et le ratage total de sa vie, la faille. Là aussi, Bernstein touche du doigt le secret de Kane sans le relier à lui d'une façon directe. It's hardly likely, Mr. Bernstein, that Mr. Kane could have met some girl casually and then 50 years later on his deathbed... Well, you're pretty young, Mr. Thompson. A fella'll remember a lot of things you wouldn't think he'd remember. You take me. One day back in 1896, I was crossing over to Jersey on the ferry. And as we pulled out, there was another ferry pulling in. And on it, there was a girl waiting to get on. A white dress she had on. She was carrying a white parasol. I only saw her for 1 second. She didn't see me at all. But I'll bet a month hasn't gone by since that I haven't thought of that girl. L'imaginaire. Il ajoute plus tard. You take Mr. Kane. It wasn't money he wanted. Thatcher never did figure him out.
Sometimes even I couldn't. Il a raison. Le journaliste ensuite va voir Leland, le plus proche collaborateur de Kane, dans un hospice. Et d'emblée, ce dernier révèle une information importante. Kane veut être aimé de tout le monde, mais il a peu d'amour à donner. He had a generous mind. I don't suppose anybody ever had so many opinions. But he never believed in anything except Charlie Kane. He never had a conviction except Charlie Kane in his life. I suppose he died without one. It's been pretty unpleasant. Of course, a lot of us check out without having any special convictions about death, but we do know what we believe in. We do believe in something. Un épisode illustre cette allusion entre amour et ascension politique, sombrant dans l'échec. Il s'agit de celui où, en plans successifs, Kane et Emily sont à table et échangent des propos tantôt drôles, tantôt acerbes, qui se terminent sur le fait que chacun ne se parle plus et lit le journal. Et Leland dit He married for love. Love. That's why he did everything. That's why he went into politics. It seems we weren't enough. He wanted all the voters to love him too. That's all he really wanted out of life was love. That's Charlie's story, how he lost it. You see, he just didn't have any to give. Well, he loved Charlie Kane, of course. Very dearly. And his mother, I guess he always loved her. How about his second wife? Susan Alexander. You know what Charlie called her? The day after he'd met her, he told me about her. He said she was a cross-section of the American public. Au moment de sa rencontre impromptue avec Suzanne qui se sent seule, car elle connaît peu de monde, Kane répond I know too many people. I guess we're both lonely. You want to know what I was going to do tonight before I ruined my best Sunday clothes? Oh, I bet that. et il révèle ainsi à un moment quelque chose de crucial à sa future femme. I was on my way to the Western Manhattan warehouse in search of my youth. You see, my mother died a long time ago, and her things were put in storage out west. There wasn't any other place to put them. Thought I'd send for them now, and tonight I was going to take a look at them. You know, a sort of sentimental journey. Le charme entre les deux personnages est flagrant, attirés l'un par l'autre en fonction de leurs rêves déchus. Juste après, Suzanne révèle que sa mère voulait faire d'elle une cantatrice. No, I wanted to be a singer, I guess. That is, I didn't. My mother did. What happened to the singing? Well, my mother always thought, she always talked about grand opera for me, imagine. But my voice isn't that kind. It's just, well, you know what mothers are like. Yes, I know. Ce qui ne tombe pas dans l'oreille d'un sourd. Have you got a piano? A piano? Mm-hmm. Yes, there's one in the parlor. Would you sing for me? Oh, you wouldn't want to hear me sing. Yes, I would. Kane, à ce moment-là, adopte Suzanne corps et âme pour en faire l'instrument de son fantasme. Détail révélateur pour Kane que ce rêve d'une mère envers sa fille, lui qui cherche vainement la sienne, la voix enchanteresse de la sirène qui séduit et envoûte. La situation est terrible au fond, car Kane se méconnaît et s'ignore. Il cherche un amour dont on l'a amputé et il en écrase les autres. Voilà en tout cas une connaissance cruciale pour se connaître et connaître les autres, sauf que l'on ne s'en sert jamais. Leland dira justement de Kane, telle une maxime de La Rochefoucauld, You talk about the people as though you own them. So they belong to you. Goodness. As long as I can remember, you've talked about giving the people their rights, as if you could make them a present of liberty, as a reward for services rendered. Jed. Remember the working man? Wells couple ici faux amour et rhétorique des discours en faveur des travailleurs et des peuples pour montrer qu'il s'agit du même mensonge.
You used to write an awful lot about the working man. Oh, go on He's turning home. into something called organized labor. You're not gonna like that one little bit when you find out it means that your working man expects something as his right, not as your gift, Charlie. When your precious underprivileged really get together, oh boy, that's gonna add up to something bigger than your privilege, and I don't know what you'll do. Sail away to a desert island, probably, and lord it over the monkeys. I wouldn't worry about it too much, Jed. There'll probably be a few of them there to let me know when I do something wrong. You may not always be so lucky. Ce n'est pas la seule phrase révélatrice, si la chose ne paraissait pas claire. You don't care about anything except you. You just want to persuade people that you love them so much that they ought to love you back. Only you want love on your own terms. It's something to be played your way, according to your rules. Et la grande force du film est de ne jamais être contaminé par l'esprit de propagande. Il cherche à comprendre, même lorsqu'il s'agit d'un personnage détestable, vaniteux, arrogant, écrasant tout le monde. Citizen Kane est aussi un grand film sur l'Amérique, sur toutes les histoires de scandales qui agrémentent les rumeurs et les potins. On pense aussi à Trump ou à d'autres dans ce mythe. En voulant devenir gouverneur, Jim Gates, son rival en politique, le met à terre en révélant à la presse, l'instrument de l'ascension sociale de Kane, qu'il trompe sa femme Emily avec la cantatrice Suzanne, avec qui il se mariera plus tard. Kane clamera à la face de Getty « I'm Charles Foster Kane !» En fait, il ne sait pas vraiment qui il est. Il se raccroche à son nom qui est vide. Kane échoue par sa propre personnalité qu'il a fait monter, mais qui le fera descendre tout aussi sec, en le laissant seul, rongé par la déréliction. La fracture de Kane est le secret de la voracité logée à la base du capitalisme. L'état cellulaire du mythe du self-made man qui n'est qu'un individu nanti d'un égoïsme infantile carabiné dictant sa loi. Le rêve américain où l'homo economicus, une carte montrera la progression de son empire. L'acteur solitaire, égoïste, en quête de la meilleure affaire, guidé par le choix rationnel, soucieux de ne devenir la proie d'aucune émotion défiant le transfert en gain monétaire, et peuplant un univers rempli de personnages partageant ces mêmes vertus. Orson Welles met à mal ce rêve en toc. Le capitalisme opère une destruction systématique, la ruine de tout contexte familial structurant, ou soit crée un comblement imaginaire pour plonger les individus dans une frénésie d'achat et combler leurs blessures narcissiques en faisant croire qu'ils peuvent se composer une flexibilité identitaire favorable au marché. L'homme doit être dépossédé de tout univers stable dans son rapport au monde pour migrer la conscience hors de l'homme. L'état de l'enfance est celui d'un être capricieux et il doit, pour évoluer, apprendre à limiter son ego pour devenir responsable, non ancré dans une image de soi narcissique et vorace, et non faire du monde un caprice permanent où la réalité ne peut que s'opposer à son principe de désir infantile. Ces fractures existentielles et anthropologiques créent des individus égoïstes qui vampirisent le monde par leur quête de pouvoir et de célébrité délirante à travers les médias dans une accumulation prédatrice sans fin où tout le monde est en rivalité avec tout le monde. Le film nous le montre. Kane a accumulé toutes sortes d'objets dans son palais pour combler son vide impossible à combler. Kane est bien un Américain comme il le dit lui-même. Xanadu est symptomatique du monde actuel et de tous ces petits self-made men avec leur petit grand empire qui partent à la conquête du monde, les start-up à l'ère numérique, ordonnant de régler celui-ci sur une recomposition narcissique de leur désir infantile. Kane est un personnage balsacien, tel Raphaël de Valentin dans La peau de chagrin, dévoré par son envie de posséder, recherchant le comblement dans un désir d'absolu impossible à réaliser. Balzac écrira aussi César Birotteau sur l'apparition du capitalisme. Wells nous fait saisir un processus existentiel plus qu'il n'attaque un personnage.
La leçon est importante, car l'on pourrait prendre n'importe quel homme politique sur tout l'échiquier que l'on déteste personnellement et tenter de saisir ce qui le motive intérieurement. Et nous ne serions pas très étonnés de constater que chacun d'entre eux est taraudé par le même genre de faiblesse intime, comme nous-mêmes, bien évidemment. Le mot capitalisme est inexact, car il s'agit en fait d'une étrange volonté humaine qui dépasse un simple système politique ou économique. Car il est facile, dans notre jugement lapidaire, de charger telle ou telle personne. Mais nous sommes dans cette zone où l'esprit de propagande règne en maître sans rien nous faire comprendre. Après avoir échoué politiquement par sa propre faute, Kane se marie avec Suzanne. Mais les rêves sont des désastres ou des cauchemars quand on veut les faire accéder à la réalité. Ils font rêver, mais anéantissent les individus. Il fait bâtir un opéra pour elle et la fait jouer dans un rôle-titre. Cette dernière a été illusionnée par sa mère qui voulait la voir sur une scène d'opéra en cantatrice, alors que Suzanne ne croyait pas elle-même en son talent. Non seulement il croit former l'opinion publique par ses journaux, c'est-à-dire l'adapter à sa distorsion, mais il veut transposer son rêve d'enfant déchu dans quelqu'un d'autre et contre lui. Le jeu de Suzanne est désastreux et un plan célèbre lui est associé. Comme la voix défaillante de la cantatrice s'élève, la caméra suit le chant en montant dans les tréfonds du décor jusqu'à deux machinistes dont l'un porte une main à son nez pour signifier le ratage total. Un soir, Leland doit en faire la critique avec lequel Kane ne parle plus ou presque. Et quand Kane lit le papier de Leland, qui, passablement saoul, s'est endormi sur sa machine à écrire, il le réécrit et licencie Leland. Bref, son mariage avec Suzanne est un échec et la carrière de celle-ci est tout aussi désastreuse. Hello, Jedediah. Hello, Charlie. I didn't know we were speaking. Sure we're speaking, Jedediah. You're fired. Everybody knows that story, Mr. Leland, but why did he do it? Leland remarque avec justesse. He thought that by finishing that notice, he could show me he was an honest man. He was always trying to prove something. That whole thing about Susie being an opera singer, I was trying to prove something. Plus la faille de Kane reste méconnue à ses yeux, et plus il sombre dans un gigantisme effréné pour tenter de le cacher, tout en le recouvrant du visage de l'amour, alors qu'il s'agit que d'un intérêt pour soi. Wells analyse lucidement le mécanisme de cet amour mensonger qui n'est pas un intérêt envers autrui, mais fait de l'autre une duplication de son ego avide et fracassé. Et comme le dira Suzanne au moment où le journaliste revient la voir, He was really interested in my voice. What do you suppose he built that opera house for? I didn't want it. I didn't want to sing. It was his idea. Everything was his idea. Except my leaving him. et elle raconte son supplice, notamment à une scène de répétition. Some people can sing, some can't. Impossible! It's not your job to give Mrs. Kane your opinion of her talents. You're supposed to train her voice, Signor Battisti. But Miss Nothing Kane... more. Please sit down and continue the lesson.
le maître de chant qui désespère devant la médiocrité du chant de Suzanne et de ce qui adviendra de sa réputation, Kane lui lance People will think. You're concerned with what people will think, but perhaps I can enlighten you, Signor Mattisti. I'm something of an authority on what people will think. The newspapers, for example. I run several newspapers between here and San Francisco. It's all right, darling. Signor Mattisti is going to listen to reason, aren't you, Signor Mattisti? But how can I persuade you? You can't. Allora cominciamo, eh? Avanti, avanti. Kane recompose le monde à son image et son mécanisme de déni est si puissant qu'il sera le seul à applaudir à la fin d'une représentation de Suzanne envers et contre tous. La vanité fait illusion quelque temps, mais s'évente vite. Effectivement, Wells montre comment les journaux mentent sciemment sur le chant de Suzanne. Là non plus, de nos jours, rien n'a changé quand les journaux sont dirigés par de tels individus. Wells a une idée de génie en conjuguant fin du chant défaillant et extinction du filament d'une ampoule qui se clôt sur un fondu au noir et débouchant sur la tentative de suicide logique de Suzanne face à une telle distorsion existentielle. Le plan est connu. Il s'agit de celui où Suzanne agonise tandis que Kane tente de forcer la porte d'entrée. Le verre est net au premier plan et quand Kane entre dans la pièce, il est tout aussi net, malgré la profondeur de champ. Plan impossible évidemment à réaliser sans trucage. Get Dr. Corey. Et il faut qu'elle soit à bout pour que Kane lâche enfin du lest. Charlie, I couldn't make you see how I felt, Charlie. But I couldn't go through with the singing again. You don't know what it means to know that people are... that a whole audience just doesn't want you. That's when you've got to fight him. All right. You won't have to fight him anymore. It's their loss. À force, Suzanne n'en peut plus et veut partir. Kane la supplie, il est prêt à tout lui céder pour ne plus être seul. Là encore, il se ment. Puis elle comprend l'enjeu dont elle est victime, toujours le même amour mensonger. You can't do this to me. I see. It's you that this is being done to. It's not me at all. Not what it means to me. I can't do this to you. Oh, yes, I can. Et elle s'en va. Il faut dire que le personnage est horripilant et émouvant à la fois. Et c'est cette complexité qui est enrichissante, car elle indique bien qu'un tel homme, aussi surpuissant et odieux soit-il, est déterminé par quelque chose qui l'a aiguillé à son insu.
Le journaliste ira finalement interroger l'intendant de Xanadu, qui lui racontera la suite de l'histoire. Après le départ de Suzanne, Kane saccage sa chambre dans une rage destructrice enfantine. Et c'est alors qu'il tombe sur la boule à neige et qu'il comprend. Le plan sur son visage défait, indiquant toute sa ruine intérieure, est bouleversant. Il a accédé enfin à sa vérité. Mais il est trop tard. Il est vieux et ne peut pas refaire sa vie. Il est seul et son palais s'écroule symboliquement comme un château de cartes. Un plan le montre à la fin devant un miroir qui reflète son image à des dizaines d'exemplaires. Symbole d'une solitude abyssale où les autres n'étaient qu'une doublure de lui-même. Cette épiphanie finale, procédé classique en littérature où le personnage saisit ce qui l'a obsédé toute la vie sans le comprendre, est révélatrice. L'ironie de Wells est terrible quand il montre une immense salle, accentuée par la courte focale, encombrée d'objets de toutes sortes et de grande valeur, au point que personne n'y prête plus attention. No. Mr. Kane was a man who got everything he wanted and then lost it. Maybe Rosebud was something he couldn't get or something he lost. Anyway, it wouldn't have explained anything. Et le journaliste dira I don't think any word can explain a man's life. No, I guess Rosebud is just a piece in a jigsaw puzzle. A missing piece. Et comme pour le démentir, la caméra parcourt cette impressionnante montagne d'objets au moment précis où deux ouvriers jettent la luge où est inscrit Rosebud. Le secret restera secret. Personne n'a rien vu et n'a rien compris. Throw that junk. Voilà ce qui fait de Citizen Kane un film essentiel. On ne sera pas surpris qu'Orson Welles se place sur le même plan que son maître William Shakespeare, dont il adaptera Othello. Citizen Kane, œuvre majeure et mature réalisée par un jeune homme de 25 ans.
Elle révèle la fracture qui nous constitue et nous aveugle, échappant à la conscience. Fracture que l'on tente d'oublier, d'effacer comme une mauvaise image de nous-mêmes, qui nous humilie et que l'on veut combler en vain, mais qui réclame sans cesse des combustibles de sa bouche avide. Kane aurait pu trouver le repos dans l'amour, mais il ne serait pas devenu ce qu'il est devenu. Le film le malmène pour arracher cette connaissance et la livrer au spectateur. Car c'est ce secret qui est le plus important en réalité. Secret que personne ne découvre dans le film pour la simple et bonne raison qu'il nous échappe sans arrêt dans notre propre vie, alors même que nous l'avons sous les yeux chaque jour, alors que nous pensons être si lucides et si conscients de nous-mêmes. Il y a ceux qui le savent et ceux qui l'ignorent. Ils ratent donc leur vie. L'histoire de Kane est bien entendu la nôtre. On pourrait l'appeler le syndrome de Kane.